Bonjour à toutes et à tous. Je suis aujourd'hui en compagnie d'une personne que je trouve exceptionnelle qui s'appelle Saverio Tomasella. J'ai eu la chance de découvrir Saverio grâce à deux de ses livres qu'il a écrits autour du sujet de l'hypersensibilité. Donc le premier s'appelant Hypersensible, trop sensible pour être heureux, avec un point d'interrogation à la fin. Et son deuxième livre sur l'hypersensibilité qui s'appelle À fleur de peau, qui est un roman initiatique sur l'hypersensibilité tout à fait captivant. Et donc, grâce à ces deux ouvrages et une émission que j'ai pu découvrir également sur France Inter sur comment bien vivre son hypersensibilité, j'ai eu la chance de vous découvrir, Saverio, de voir un petit peu le travail que vous faites autour de l'ultrasensibilité, de l'hypersensibilité. Et c'est pour ça que j'ai eu envie de partager ce moment avec vous pour pouvoir faire un point à propos de cette hypersensibilité et quelles sont les idées reçues que nous pouvons avoir autour de cette manière d'être au monde. Donc j'aimerais d'abord vous proposer de vous présenter pour que les gens qui ne vous connaissent pas encore puissent vous découvrir. Bonjour Carole, merci de m'inviter à discuter, à échanger avec vous sur le thème de l'ultrasensibilité, de l'hypersensibilité ou de tout ce qu'on peut appeler la sensibilité élevée. Alors voilà, je suis psychanalyste. Je suis docteur en psychologie, j'exerce depuis plus de 20 ans. J'ai travaillé en entreprise pendant que je me formais à la psychanalyse, donc j'ai aussi une expérience de la vie, du travail en entreprise. Je suis le papa de 2 grands-enfants maintenant, qui font leurs études à Paris ou dans la région parisienne. Voilà, je suis un homme heureux, moi-même extrêmement sensible. Je suis proche de la nature, pour moi c'est très important dans ma vie. Et en même temps, je suis artiste puisque je suis passionné par la musique, je suis chanteur lyrique. Voilà un peu l'homme que je suis. Merci beaucoup pour cette présentation. Alors, pour rentrer directement dans le vif du sujet, j'aimerais vous présenter, on va dire, l'image qu'on peut avoir régulièrement quand on pose la question un peu à droite, à gauche, à propos de ce que peut être une personne hypersensible. Et voilà, j'aimerais partager avec vous ce portrait robot pour que ensuite vous puissiez me dire votre avis, on puisse peut-être découdre un petit peu toutes ces idées reçues à propos de ce que peut être une personne hypersensible. Alors voilà, ce qui est souvent dans l'imaginaire des personnes, on va dire, on peut imaginer qu'une personne hypersensible, c'est en règle générale une femme qui est très angoissée, qui peut par exemple pleurer pour un oui ou pour un non, qui est, on va dire, fragile, qui sait pas bien ce qu'elle veut. Peut-être certains diront avec un langage un peu familier qu'elle est un petit peu paumée dans la vie, que cette femme, peut-être, elle peut avoir reçu un diagnostic de bipolarité ou qu'elle peut se sentir ayant une sorte de maladie psychologique, voire psychiatrique, et voilà, et on peut se dire en voyant cette femme que, franchement, si elle mettait un petit peu du sien, elle pourrait en guérir de ça, elle pourrait prendre le dessus sur ses émotions, contrôler un petit peu tout ça pour s'en sortir parce qu'elle y met pas vraiment de sa bonne volonté. Voilà ce on peut parfois entendre, imaginer quand on pense à une personne hypersensible, malheureusement dans notre société. Qu'est-ce que ça vous évoque, ce portrait robot? Qu'est-ce que vous en pensez de tout ça? Alors, j'en pense beaucoup de choses et je vous remercie de m'interroger là-dessus parce que c'est tellement important probablement de remettre les choses en place, de simplement repartir de la réalité telle qu'elle est. Alors, avant de repartir de la réalité telle qu'elle est, je veux juste faire une parenthèse concernant la société, quelle que soit l'époque à laquelle on se situe, mais peut-être d'autant plus depuis les révolutions industrielles et le fait que le monde se technicise, devient de plus en plus technique, mécanique et même maintenant virtuel avec les télécommunications à distance. Enfin, peut devenir virtuel, ça ne veut pas dire qu'il le soit tout le temps, mais ce monde technique de la maîtrise de la matière est un monde qui n'est pas favorable à la sensibilité. C'est un monde aussi qui devient très normatif, orienté vers la performance et l'oubli des caractéristiques de ce qui fait l'humanité de chaque être humain. Et donc c'est un monde qui va être dur
à vivre pour les personnes qui sont très sensibles. C'est donc dans ce contexte-là que je vais maintenant vous parler des réalités de la sensibilité élevée, qui, effectivement, premier cliché que nous pouvons battre en brèche, la sensibilité élevée va toucher autant les hommes que les femmes. Alors pourquoi ce serait plus facile à accepter que ce soit les femmes? C'est que dans une culture longtemps machiste et phallocrate, une culture patriarcale et paternaliste, il était convenu, de façon complètement fausse d'ailleurs, il était convenu que l'homme devait cacher sa sensibilité ou même ne pas en avoir trop, juste un peu en certaines circonstances, mais vraiment pas trop. Et donc, la femme était devenue un objet privilégié de projection de tout ce qui correspondait à ce qui ne mettait pas en valeur la virilité des hommes, leur supposée force, puissance, courage, etc. Toutes ces caractéristiques qu'on leur prête de façon mythologique pour être sûr de pouvoir organiser une société hiérarchique dans laquelle ceux qui sont dans des maillons inférieurs de la hiérarchie pourraient obéir aux commandements des gens qui dirigent. Donc forcément, cette société-là qui disparaît progressivement grâce aux combats notamment des femmes ou des combats en faveur de la parité entre les genres, cette société-là n'était pas favorable à la sensibilité, faisait en sorte qu'on croit qu'elle était réservée uniquement aux femmes, d'où les appellations ça c'est réservé aux gonzesses, par exemple, je prends des mots qu'on entend, justement volontiers pour discréditer toute manifestation de sensibilité qui pouvait remettre en question cet idéal, enfin cette idéologie même de l'homme et l'organisation du pouvoir. Or, dans la réalité, les hommes et les femmes sont sensibles et certains hommes et certaines femmes, nombreux et nombreux, sont extrêmement sensibles. Donc effectivement, cela ne concerne absolument pas que les femmes. Et pour être un homme hypersensible, il y a des défis encore plus grands à surpasser parce qu'il y a cette barrière sociétale qui est bien présente, en fait, qui ne favorise pas ce trait de caractère, on va dire. Oui. Alors, par exemple, parce que ça c'est l'exemple le plus flagrant, le plus marquant, quand j'étais enfant, on disait encore, j'espère qu'on ne le dit plus, ou qu'on le dit beaucoup moins, quand j'étais enfant, on disait un garçon ou un homme ne pleure pas. Donc il fallait surtout pas montrer sa tristesse, pleurer, etc. Et pour pour un homme comme moi, ça a été une véritable reconquête entre 20 et 25 ans, de retrouver la possibilité d'exprimer sa tristesse et la possibilité de pleurer, parce que à force d'avoir empêché cette capacité naturelle de l'être humain de pleurer, eh bien je ne pouvais plus pleurer. C'était devenu absolument impossible. Donc ça a été une véritable reconquête. Donc voilà un exemple en particulier qui fait que si les hommes ne peuvent pas exprimer leur tristesse, leur chagrin, leur peine par le biais d'une larme à l'œil ou même de vrais pleurs ou de vrais sanglots, ils vont l'exprimer autrement, notamment par la colère. Du coup, chez les hommes hypersensibles, surtout de ma génération, de plus de 40 ou 50 ans, l'hypersensibilité s'exprime parfois de façon plus nette par le biais de la colère, parce que tout ce qui a été rentré sort tout d'un coup, alors que pour les personnes qui ont la possibilité d'exprimer toute leur gamme de sentiments, leur grande sensibilité va pouvoir s'exprimer de toutes les façons. Et donc du coup, cette idée de pleurer, de manifester sa tristesse et d'ailleurs toutes les autres émotions qu'on peut parfois prendre comme une sorte de faiblesse de caractère. Est-ce que, voilà, pour reprendre un petit peu ce cliché, cette image de l'hypersensible, de la personne hypersensible, qu'elle serait faible de caractère parce qu'elle vivrait pleinement tout un tas d'émotions qui ne sont pas forcément bien vues de nos jours. Qu'est-ce qu'on peut en dire par rapport à ça, à cette sensation de faiblesse? Oui, déjà, effectivement, la sensibilité élevée, l'hypersensibilité concerne
toutes les émotions et toute la gamme des sensations, des sentiments qui existent chez l'être humain, pas forcément une émotion en particulier. Ça, c'est très important. Et il y a des personnes hypersensibles qui sont très à l'aise avec leur grande sensibilité, d'autres moins parce que ça dépend aussi de l'environnement dans lequel elles ont grandi ou dans lequel elles évoluent. Alors, il y a une grande confusion, là encore sociale et culturelle, entre faiblesse et fragilité. L'être humain, et c'est ce qui fait sa grandeur, sa beauté, sa force, l'être humain est aussi un être vulnérable, un être fragile, pas tout le temps. Mais cette fragilité permet de ressentir plus fortement les situations humaines que nous vivons et nous permet justement d'avoir une grande empathie, une grande sympathie, une grande compassion pour l'autre, que ce soit dans des situations heureuses ou malheureuses. N'oublions pas que l'empathie peut aussi nous permettre de participer au bonheur ou à la joie de quelqu'un d'autre. Ce n'est pas simplement par rapport à la souffrance ou à la douleur. Et donc cette confusion entre fragilité, sensibilité d'un côté et faiblesse de l'autre côté est un jugement de valeur. C'est même devenu un préjugé où toute manifestation de sensibilité serait pour certains, heureusement pas pour tout le monde, serait jugée comme une marque de faiblesse. Cela implique du mépris envers la sensibilité et envers les personnes sensibles et un rejet de l'expression de la sensibilité. Donc ce raccourci est néfaste, il est dommageable parce que dans les environnements sociaux ou culturels où on pense que toute expression de la sensibilité est une forme de faiblesse, eh bien forcément les personnes vont essayer de ne pas trop exprimer leur sensibilité, ou alors vont le faire sous une forme ironique, voire cynique, qui en fait dévalorise l'expression de la sensibilité. On peut aussi avoir cette image de personnes qui ont une grande sensibilité, que ce sont des gens qui sont très susceptibles et qui sont tout le temps à fleur de peau parce que débordés par leurs émotions, par leurs ressentis, etc. Et donc du coup, il peut y avoir aussi cette impression de gens qui sont à fleur de peau en fait. Oui, tout dépend comment on voit le fait d'être à fleur de peau, parce qu'on peut le voir d'une façon méprisante, dévalorisante, en disant c'est pas possible, cette personne-là ressent trop les choses, trop entre guillemets bien sûr, parce qu'on ne peut pas ressentir trop. Et donc on va se plaindre que cette personne soit un peu à vif. Ou alors on peut considérer qu'être à fleur de peau c'est une très grande qualité parce que ça va permettre de sentir les choses de façon très nuancée, très subtile et très fine, de ressentir des nuances et des détails que d'autres personnes ne sentent pas habituellement, et que donc c'est formidable d'être à fleur de peau. Mais le plus souvent effectivement c'est vu comme un défaut, et ça concerne des personnes qui ont une expression très spontanée de leur sensibilité, notamment de leurs émotions. Ça peut aussi concerner des personnes que l'on rabroue trop souvent concernant leurs émotions ou leur sensibilité, et qui vont donc se sentir mal à l'aise ou craindre d'être mal vus, ou même vont avoir honte de ressentir des émotions et de les exprimer. Donc c'est pas tellement le fait d'être sensible et d'exprimer ses émotions qui est le problème dans ce cas-là, c'est que la personne qui est trop souvent rabrouée, trop souvent discréditée par rapport à sa sensibilité, va exprimer en même temps que l'émotion la gêne qu'elle a d'exprimer cette émotion, la honte même parfois qu'elle a, et c'est ce surplus par rapport à la société ou par rapport à un environnement social, c'est ce surplus qui devient gênant parce que elle n'est plus dans la liberté, la spontanéité de vivre sa sensibilité comme elle vient, comme elle est, mais dans une position de personne qui essaye de s'effacer ou de se faire oublier alors qu'elle n'y arrive pas. Du coup, il y a cette lutte intérieure de soi qui est très inconfortable et qui fait qu'en plus, dans la société, on n'est pas forcément à l'aise parce que dans ce conflit avec soi et avec l'autre. Et en plus, il y a ce qui est acceptable pour l'un peut être différent de ce qui est acceptable pour l'autre. C'est-à-dire qu'on va facilement dire de quelqu'un qui exprime sa tristesse qu'il est larmoyant ou qu'elle est larmoyante, alors que ce n'est pas du tout le cas. On va facilement dire de quelqu'un qui est spontané, enthousiaste, qu'il est fleur bleue ou qu'il est mièvre ou qu'elle est mièvre. C'est-à-dire que ce
décalage entre une sensibilité plus grande pour une personne par rapport à l'environnement va très souvent être qualifié de façon péjorative parce que les autres n'ont pas accès ou n'ont plus accès ou ne veulent pas avoir accès, parce que tous les cas de figure existent, à ce type de sensibilité. C'est-à-dire plutôt que de se dire « Ah, c'est fabuleux », moi, ça m'arrive de rencontrer des personnes qui sont plus sensibles que moi, bien que je sois moi-même très sensible, et je suis émerveillé, je suis étonné, je suis surpris, je suis attentif. Ça m'éveille de voir, par exemple, des enfants, des adolescents ou des personnes qui ont une sensibilité tellement vive que ça me met dans une possibilité de percevoir quelque chose que je n'avais pas perçu. Alors plutôt que d'être dans cet accueil de la diversité, de la différence, puisque nous ne percevons pas exactement la même chose, nous n'avons pas exactement la même sensibilité d'une personne à l'autre, il y a un rejet de cette différence et de cette plus grande sensibilité qui va passer par des reproches ou des critiques de l'expression de la sensibilité. Oui, parce que la différence, comme toujours, peut faire peur. Et du coup, comme vous dites, effectivement, au lieu de ouvrir le champ des possibles et pouvoir s'offrir peut-être la possibilité de tendre vers cette nouveauté, vers cette ouverture, vers cette nouvelle gamme, il y a quelque chose qui se replie sur soi parce que on ne sait pas ce que c'est, ça fait peur, c'est bizarre, c'est différent. Et donc, du coup, il y a une stigmatisation qui s'ensuit et qui est douloureuse pour la personne qui finalement vit les choses avec juste de l'intensité dans toutes ses formes. D'accord. Et il y a une autre question qui se pose souvent et j'aimerais beaucoup avoir votre avis. La question du haut potentiel ou de la précocité. Certaines personnes se disent que tous les hypersensibles sont précoces ou surdoués. Voilà, il y a plein de mots qui tournent autour de ça. Et inversement, quel est votre avis sur la question ? Alors, c'est une question importante. Effectivement, elle revient souvent. Je n'aime pas trop les statistiques, mais je vais tout de même en donner pour situer les choses. Dans les statistiques des études scientifiques qui sont faites, on situerait la proportion de personnes ultra-sensibles ou hypersensibles à 20% de la population, c'est-à-dire une personne sur 5 aux États-Unis, et en Europe, on est plutôt à une personne sur 4, c'est-à-dire 25% de la population, ce qui est beaucoup. Ça veut dire qu'il y a beaucoup de personnes très sensibles ou de sensibilité élevée. Alors que concernant la précocité ou les hauts potentiels, ce pourcentage n'est que de 2%. Cette proportion n'est que de 2%. Alors ça veut dire que il y aurait peu de personnes précoces ou hauts potentiels, alors qu'il y a beaucoup de personnes hypersensibles. Ce qui est vrai, c'est que la plupart des enfants ou des adolescents qui ont passé les tests et qu'on reconnaît comme étant hauts potentiels ou précoces sont hypersensibles, mais pas tous non plus. Ça ne va pas forcément automatiquement ensemble. Mais la plupart, c'est vrai, sont ultra sensibles. Donc ça, ce sont les statistiques. Moi, ce que j'ai remarqué, c'est que le fait de développer sa sensibilité, d'accepter de vivre avec une sensibilité élevée, va forcément, inévitablement, développer nos potentiels de créativité, nos dons, notre richesse d'appréhender les situations humaines, donc notre intelligence profonde, notre intelligence du cœur. Donc je pense que le lien le plus important, il est là. La sensibilité est le fondement même de l'intelligence et de la créativité. Donc plus nous développons notre sensibilité, plus nous avons de chances, et tant mieux, de développer notre capacité d'intelligence et nos capacités créatives. Et est-ce que vous diriez que les personnes douées d'une grande sensibilité ont une manière de réfléchir, de percevoir le monde qui est différente de celle des personnes qui sont un petit peu moins sensibles, ou cela ne se joue pas forcément à ce niveau-là, à votre avis ? C'est vrai, mais ce n'est pas forcément actualisé. C'est-à-dire que les personnes qui sont très sensibles, qui ont une sensibilité élevée et qui vivent dans un environnement extrêmement rationnel, intellectuel ou dans un environnement très matérialiste ou très mécaniste, sont des personnes qui ne vont pas pouvoir
développer toute leur potentialité telle que leur grande sensibilité leur permettrait de le faire. Et donc, dans ce cas-là, ça n'est pas forcément le cas, mais ça peut le devenir grâce à une thérapie, grâce à une rencontre, un stage de développement personnel ou tout ce que la vie peut nous permettre de découvrir. Mais sinon, la plupart du temps, oui. C'est-à-dire que cette grande sensibilité va nous permettre d'appréhender la réalité de la vie et les relations humaines de façon différente, avec une vision plus globale, avec une empathie plus forte, avec une ouverture d'esprit plus large, moins de matérialisme. Alors ce que j'ai découvert ces dernières années et qui est vraiment très encourageant, c'est que les personnes qui ont une sensibilité élevée sont aussi des personnes qui ont une grande ouverture spirituelle et un grand besoin de proximité avec la nature. Et quand je parle de spiritualité, c'est au sens large, c'est-à-dire que cette sensibilité élevée permet de percevoir des réalités qui ne sont pas forcément les réalités les plus tangibles, les plus apparentes, mais ont accès à des réalités peut-être plus subtiles, plus fines, et ça fait des personnes qui sont en quête, dans une quête existentielle ou même essentielle, peut-être plus approfondie ou plus consciente que d'autres personnes. Du coup, pour pas mal de personnes qui ont cette sensibilité élevée, il y a un sentiment que finalement cette sensibilité est tout sauf un cadeau, que c'est une espèce de fardeau dur à porter parce que justement il y a ce regard de la société, parce que aussi parfois submergé par toute cette intensité de la vie, du monde, etc. Donc que dire à ces personnes qui estiment que c'est un vrai fardeau en fait d'être de cette manière? Oui, alors là il y a plusieurs dimensions dont il est nécessaire de tenir compte. La première dimension, c'est justement ce dont je viens de parler concernant le matérialisme ambiant. Dans une société qui n'est pas que matérialiste, on ne peut pas dire ça, mais qui peut-être met l'accent sur l'aspect organique du corps, sur la réussite matérielle, financière, sur toutes ces machines, ces outils ou ces machines qui peuvent nous aider dans la vie ou dans le travail, dans la vie quotidienne ou dans le travail, et qui oublie l'âme et le cœur de l'être humain. Dans cette société-là, dans cet environnement-là, une personne très sensible peut se sentir tellement en décalage avec ses aspirations d'élévation spirituelle, d'éveil, de vie plus douce ou de meilleure compréhension entre les êtres humains ou de meilleure relation à la nature. Toutes ces aspirations lui font vivre un grand décalage qui peut provoquer pour beaucoup d'entre elles de la tristesse, de la peine, du chagrin, voire du découragement, de l'abattement et, dans des cas les plus douloureux, du désespoir. Donc c'est très important de tenir compte des souffrances des personnes très sensibles qui se sentent tellement différentes de la plupart de leurs contemporains qu'elles en sont attristées, voire décontenancées ou désespérées. Et ça, je pense que nous avons besoin de leur redonner confiance, de leur redonner espoir. Donc ça, c'est peut-être la chose la plus importante. Après, pour une grande partie des personnes hypersensibles, c'est pas le cas pour tout le monde, parce que je rencontre depuis quelques années des personnes hypersensibles qui s'en sortent très bien, qui le vivent très bien, qui vraiment sont très très à l'aise, très heureuses de leur grande sensibilité, mais ce n'est pas la majorité. Pour la plupart des autres, le fait d'avoir grandi dans une famille ou dans un environnement, parce que parfois c'est la famille, parfois c'est l'école, parfois c'est simplement la bande de copains ou de copines à l'adolescence, enfin, ou le travail quand les personnes entrent dans la vie active, mais il y a de mauvaises rencontres au sens d'environnements qui n'acceptent pas ou qui n'acceptent pas suffisamment leur grande sensibilité et qui les repoussent, les rejettent, les moquent, les tournent en dérision ou les met un peu au placard. Et ces personnes-là ne comprennent pas
pourquoi ce qui est effectivement un véritable trésor, une merveille, notre sensibilité, leur sensibilité, ne leur permet pas au contraire de se faire mieux accepter, d'apporter une vision plus riche et potentiellement plus créative, plus vivante, où que ce soit dans leur famille, dans leur lien d'amitié ou d'amour, ou au travail. Et donc c'est de sentir ce gâchis finalement, cette perte de ne pas pouvoir apporter tout ce qu'elles pourraient apporter là où elles sont, qui les rend tristes et qui les rend malheureuses. Et puis, peut-être aussi qu'il y a un mélange avec d'autres choses, parce que notre grande sensibilité, notre sensibilité élevée se mélange aussi avec notre histoire, avec le reste de notre caractère et de nos possibilités ou de nos croyances. Et je pense que c'est en aidant la plupart des personnes ultra sensibles ou hypersensibles à gagner en confiance, à se libérer de leur traumatisme ancien, oser affirmer leurs différences, qu'elles vont pouvoir vivre de mieux en mieux leur grande sensibilité. Et j'aurais une dernière question qui reprend un petit peu le portrait robot, où on peut imaginer qu'une personne hypersensible et une personne qui est malade ou qui est bipolaire, par exemple, ça c'est un mot qu'on peut entendre assez fréquemment, et que du coup c'est une maladie, mais en même temps il y a cette idée reçue que si on s'efforçait vraiment et si on prenait sur soi, on pourrait en guérir quelque part. Alors oui, là c'est une grave erreur. Et c'est important effectivement d'en parler pour resituer les choses telles qu'elles sont. Alors là, j'ai une très très belle griffe, je fais une parenthèse, une très belle griffe qui vient tout près de la fenêtre et c'est magnifique. C'est une grave erreur, mais là encore, c'est lié au fait que la société, dans sa puissance de normalisation, de mettre tout le monde dans des cases, va très vite désigner comme une pathologie, comme une maladie, tout ce qui la dérange. Alors c'est vrai pour l'hypersensibilité, qu'on a pu désigner comme hystérie il y a longtemps, qu'on peut désigner maintenant comme bipolarité, mais qu'on trouvera d'autres choses à dire avec l'évolution de la psychiatrie et des étiquettes de la psychopathologie. Donc c'est une façon de mettre les gens à distance en leur demandant de se normaliser, de se rééduquer pour correspondre à la moyenne générale qui finalement est beaucoup moins sensible ou se veut beaucoup moins sensible, parce qu'il y a aussi des personnes qui sont sensibles mais qui mettent leur sensibilité en sommeil. Donc c'est une tendance générale de désigner comme maladie quelque chose qui dérange. Or, la sensibilité de l'être humain, c'est sa nature même. Un être humain est sensible fondamentalement. Donc c'est absolument pas une maladie, c'est tout le contraire. C'est le fondement même de la santé de l'être humain, c'est sa sensibilité. Et plus un être humain connaît, développe, exprime sa sensibilité, et mieux il est, y compris par rapport à sa santé. Donc c'est important de combattre ce préjugé en disant que l'hypersensibilité, l'ultrasensibilité ne sont absolument pas une maladie, au contraire, et qu'il ne s'agit absolument pas de bipolarité ou d'autre chose. Il s'agit de ce qui nous permet d'être dans une grande intelligence, dans une grande créativité, et nous en avons besoin de cette sensibilité qui est la nôtre, qui est humaine, et de cette grande sensibilité, nous en avons besoin pour répondre aux défis du monde qui évolue, pour permettre pour nous permettre et permettre à nos enfants et à nos petits-enfants de vivre sur une planète qui puisse les accueillir et leur permettre de vivre dignement. Donc c'est tout le contraire d'une maladie, c'est au contraire une grande force. On parlait de fragilité tout à l'heure. C'est en fait une grande force qui va nous permettre de mieux vivre et de mieux répondre aux défis du monde contemporain.
C'est une très belle conclusion. Oui, c'est plein d'espoir, de justesse et une belle invitation, me semble-t-il, pour chacun et chacune d'écouter la richesse et la force qui est présente en fait dans cette intensité, dans cette sensibilité. Et aussi, j'ai beaucoup aimé le fait de parler de cette vulnérabilité qui finalement est aussi une force et qui nous rend plus humains et qui nous relie les uns aux autres. Donc c'est vraiment quelque chose de précieux à mettre au service de soi et des autres. Très bien. Est-ce que vous aimeriez rajouter quelque chose, Saverio, un petit conseil, une idée, une pensée? Dites-nous. Oui, alors en conclusion, j'aimerais dire que ce qui est très important, quel que soit le niveau, le degré de sa sensibilité, que notre sensibilité humaine, nous pouvons la chérir, nous pouvons en prendre soin, nous pouvons en être fiers, nous pouvons la développer. Quand on est ultra sensible, c'est important non pas de se priver de sa sensibilité, mais de vraiment la vivre au quotidien et de la développer, de la connaître, de savoir comment l'exprimer, de trouver les mots justes pour faire comprendre quelle est notre sensibilité et à quel point elle est importante et précieuse, et qu'on peut aussi, pour bien la vivre, s'accorder du temps chaque jour pour l'apprivoiser. Alors par des choses toutes simples et notamment par tout ce que la créativité permet de faire, mais la créativité peut être non seulement artistique, bien sûr, hein, toutes les disciplines artistiques sont fabuleuses pour les gens très sensibles, mais ça peut être aussi dans la façon de cuisiner, de jardiner, faire des décorations chez soi, ou aussi dans la relation aux voisins, aux amis, aux enfants, aux collègues, à la personne que l'on aime. Cette créativité va nous permettre de nous sentir de mieux en mieux, de plus en plus en phase avec notre sensibilité. Donc surtout, ne nous réfrénons pas. Libérons notre sensibilité. Oh, c'est magnifique. C'est une belle invitation. Eh bien, écoutez, merci beaucoup pour ce temps précieux et pour ces magnifiques ouvertures en fait sur cette manière d'être au monde et qui donne plein d'espoir et plein d'envie pour continuer à cheminer. Merci beaucoup. Merci, Saverio. Avec grand plaisir. Merci à tous. Au revoir.